Notamment le football amateur est un milieu qui est gangréné par la violence, et ça pour le coup sur tous les terrains de foot, et d'autant plus dans les quartiers prioritaires de la ville. Il y a quand même 2 millions de licenciés, principalement dans les quartiers prioritaires de la ville, notamment en Île-de-France. On a le plus gros bassin de joueurs de football européen et même mondial, en fait, avec le Brésil. Et dessus, ça pose un véritable problème, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces territoires-là, la figure d'autorité n'existe plus et a été remplacée justement par la voyoucratie et par le non-respect des règles les plus élémentaires du savoir-vivre et du vivre ensemble. Et sur ce point-là, les terrains de foot n'y échappent pas. Et ce que l'on voit, c'est que le continuum de violence qu'il y a dans la société, c'est-à-dire des violences qui sont davantage plus nombreuses et aussi qui augmentent en termes d'intensité avec des violences faites aux personnes qui sont plus fortes et que l'on voit et que l'on retrouve dans les chiffres du ministère de l'Intérieur, eh bien, elles se répercutent inéluctablement dans les salles de sport, dans les terrains de football et on va dire sur toutes les expressions liées au foot. De même que les phénomènes dits d'entrisme aussi vont toucher aussi le sport, les sports collectifs, les sports individuels. 6h46, le rappel de l'actualité avec vous, Marine. L'expression est quasiment un droit inviolable dans les sociétés occidentales anglophones, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'est pour ça que cette proposition du gouvernement Rishi Sunak pose problème. En revanche, il faut bien avoir en tête, c'est pour ça que moi je suis plutôt, a priori plutôt favorable à ce projet, puisque dans les pays anglophones, il y a véritablement une explosion de l'antisémitisme, de la parole antisémite aujourd'hui dans les campus américains. Aux États-Unis, avec une extrême gauche, l'aile gauche radicale du Parti démocrate qui s'est complètement débridée et qui pose problème à Joe Biden, et d'autre part en Angleterre aussi, avec le Parti travailliste et son aile gauche aussi ultra radicale qui justement fait prospérer les discours pro-Hamas et antisémites. Le chef de l'État qui réaffirme l'unité franco-allemande, notamment sur la question de l'Ukraine. Il n'y a pas de fâcherie entre le chancelier allemand et moi, dit-il. C'est à la une du Parisien aujourd'hui en France. Et on en parle juste après la pause. Toujours ensemble sur le plateau de la matinale week-end jusqu'à 9h avec Marine Sabourin. Fait d'expression de leurs salariés, 93% considèrent cela comme un problème. C'était un sondage Ipsos qui date de 2021. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est que la France dépense autant pour l'école publique que les autres pays européens, près de 12 à 13% de son PIB, pour des résultats qui sont moins bons, beaucoup moins bons, notamment on le voit dans les classements PISA, à la fois sur la question de l'expression de la langue française, mais également sur les questions scientifiques et mathématiques. Et d'autre part, parce que l'école, aujourd'hui, est un terreau aux inégalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la chute du niveau et la chute véritablement du niveau scolaire et académique des élèves dans tout le territoire national explique pourquoi aujourd'hui des jeunes n'ont pas les atouts pour pouvoir justement répondre aux qualifications qui sont demandées par les employeurs. Alors au départ, c'était des qualifications plutôt techniques, sur des compétences, sur des qualités pour pouvoir rentrer dans les entreprises ou rentrer dans l'administration. Désormais, c'est maintenant sur les fondamentaux, les choses élémentaires, c'est-à-dire calculer des pourcentages, c'est-à-dire, comme vous le disiez, écrire une lettre de motivation sans faire de faute d'orthographe. Et c'est tout un système aujourd'hui de l'éducation nationale qui est en faillite la plus complète, alors même que l'État met quand même beaucoup de moyens sur la table. Allez, je vous propose à présent. Vous en avez pensé quoi? Tout à fait. Et puis je suis d'accord avec ce que dit Michel. Et puis pour répondre aussi à votre question sur l'État-providence versus l'État protecteur, je pense que sous le général de Gaulle ou sous Georges Pompidou, on pouvait dire qu'il y avait un État-providence qui était fort et qui était important. Et pourtant, l'État-providence représentait 10 à 15% des dépenses publiques. Donc c'était 10 à 15% des dépenses publiques qui étaient allouées aux dépenses sociales. Or, depuis les années 80, notamment depuis 1981, on voit une explosion des dépenses sociales. Et donc aujourd'hui, on a des dépenses publiques, les dépenses sociales représentent 30% des dépenses publiques, ce qui fait que justement l'État-providence aujourd'hui est devenu non pas un État-providence, mais un État social obèse. Et c'est ça le point que soulève Bruno Le Maire. Seulement, il a déjà fait campagne, comme l'a dit Michel, en 2016, sur ce thème-là, sur la réduction des dépenses sociales, sur la réduction des dépenses publiques avec la baisse du nombre de fonctionnaires. De mémoire, je crois qu'il voulait supprimer 500 000 postes dans la fonction publique en 2016. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que ce projet-là, il a été rejeté. Emmanuel Macron aussi a été élu sur un programme aussi réformateur sur un certain nombre de sujets liés aux dépenses sociales avec l'assurance
chômage, mais également avec la réforme des retraites. Or, ce projet-là a été rejeté par les Français, notamment lors de la réforme sur la retraite, avec les mobilisations contre cette réforme-là, et notamment lors des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, est-ce que Bruno Le Maire a envie d'incarner cela ? Il essaye de le faire, mais son espace politique aujourd'hui est très contraint. Tous les jours, il y a des nouvelles annonces de dépenses aujourd'hui. Mathieu Hoc. Oui, effectivement, ce que l'on voit, c'est que l'école aujourd'hui est devenue un territoire perdu de la République dans un certain nombre de quartiers, des quartiers dans la politique prioritaire de la ville, pour 2 raisons. Parce qu'en fait, l'école, normalement, devait autrefois être un sanctuaire, malgré le fait que la loi des gangs et la loi des grands frères pouvaient s'exercer dans un certain nombre de territoires depuis les années 70-80. L'école était protégée. Or, on voit depuis le début des années 2000, fin des années 2010, on voit une progression, on va dire, de la violence dans un certain nombre d'établissements scolaires, une violence qui se manifeste à la fois prioritairement dans les collèges et dans les lycées agricoles et les lycées notamment les lycées techniques et professionnels. Or, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'école est devenue donc un territoire perdu de la République, comme je le disais, parce que justement, l'État n'a pas su répondre à la fois à la loi des gangs dans les quartiers, c'est-à-dire le fait d'avoir laissé un certain nombre de territoires sous domination de certains quartiers, et à la loi des grands frères avec les phénomènes d'entrisme de l'islamisme. Et là, on sait, alors effectivement, il ne faut pas se prononcer trop en amont de l'enquête, mais on sait qu'il y a un faisceau d'indices qui va dans le sens du fait qu'il y avait eu un risque terroriste, en tout cas sur ce cas. Alors, c'est vraiment un faisceau d'indices là-dessus. On est en véritable